Décembre 2024, peuple d'Afrique, comme toujours, recevez nos salutations. Le président Bachar al-Assad a été renversé après nous durant à peu près 24 ans de règne. Son pouvoir a pris fin. Maintenant, c'est quoi le parallèle avec l'Afrique, surtout les pays de l'Est? Tiens, les Valais là, ils sont forts. Hein? Ah oui, mais Poutine a laissé tomber Bachar al-Assad, vous aussi, pays de l'Est, apprêtez-vous. Ça va se passer. D'abord, Bachar al-Assad n'a rien à voir avec le pays de l'Est. Premièrement, si quelqu'un doit avoir peur de ce qui arrive à Bachar al-Assad, ce sont les microbes ouattariens, par exemple. Ce sont les gens de Denis Sassou Nguesso. Il s'agit des gens qui s'éternisent au pouvoir. Bachar al-Assad au pouvoir depuis 2000. Donc nous sommes en 2024. Ça fait 24 ans que Bachar al-Assad est au pouvoir. Bachar al-Assad est au pouvoir parce qu'il a hérité du pouvoir de la part de son père. Ni le président Ibé, ni le général Abdourahmane Chani, ni le général Assimi Goïta n'ont hérité du pouvoir. Bachar al-Assad a bel et bien hérité du pouvoir. Son père s'appelait Hafez al-Assad. Donc rien que le règne de la famille Assad, ça date depuis 1971. Maintenant, les dictateurs de l'Afrique supportés par la junte macronienne et la junte bidenienne, ce sont ces dictateurs-là qui doivent avoir peur, ceux qui sont sur le point de se faire remplacer par leurs enfants, et non les dirigeants de l'AES. Premièrement, Denis Sassou Nguesso qui prépare sa succession par l'un de ses enfants, Paul Biya, Paul Kagame, avec Yann Kagame, qui prépare ce qui est actuellement le chef de la sécurité présidentielle, Yoweri Museveni de l'Ouganda, qui aussi prépare sa succession, il veut se faire succéder par son fils. Ils sont un peu beaucoup. Voici des dirigeants, entre autres, qui doivent avoir peur de ce qui arrive à Bachar al-Assad, parce que Bachar al-Assad a hérité de son trône. C'est Tenet Birama Ouattara de la Côte d'Ivoire qui doit avoir peur. Parce que Tenet Birama Ouattara veut aussi succéder à son grand frère. D'aucuns disent c'est son père, nous on ne sait pas c'est quoi la vérité. Donc les dirigeants de l'Est n'ont pas hérité du pouvoir, ils ne sont pas dans ces histoires de clanique. Ça c'est la première des choses. Deuxième des choses, les dirigeants de l'Est ont accédé au pouvoir à la suite d'une révolution des peuples respectifs des pays de l'Est. Ils ont été plébiscités quand ils ont accédé au pouvoir. Au contraire, des dictateurs que vous, des trolls, vous adoriez, parce que les gens ont voulu inverser les rôles. Non, les pays de l'Est, là, Poutine, non. Poutine ne lâche pas un allié. Détrompez-vous. S'il y a un pays qui a soutenu Bachar al-Assad jusqu'à la fin, c'est bel et bien la Russie du président Vladimir Poutine. La Syrie, c'est un autre terrain de géopolitique. Quand on ne s'y connaît pas, il ne faut pas s'aventurer. La Syrie, c'est réellement, si vous voulez découvrir la géopolitique actuelle du moment, tout le monde s'affronte en Syrie. C'est un terrain très complexe. Parce que là-bas, vous avez la Turquie, vous avez les États-Unis, vous avez la Russie, vous avez l'Iran, vous avez le Qatar, vous avez tous ces pays qui s'affrontent, qui s'allient en Syrie. Donc la Russie a soutenu Bachar al-Assad jusqu'à la fin. Les quelques frappes aériennes que vous avez vues pour essayer de freiner la progression de ces groupes radicaux qui n'ont cessé d'avancer, c'est bel et bien des frappes de l'armée de l'air russe. En fait, l'armée syrienne a refusé de se battre. Hormis les quelques... C'est-à-dire quand vous prenez la Syrie, la majorité sont des sunnites. En deuxième partie, les alaouites, qu'on considère être un peu tendance des chiites, donc appuyés par les Iraniens. Bachar al-Assad, il est du littoral, il est de l'attaquer. Lui, il est alaouite. Or, les alaouites sont une minorité en Syrie. Ce qu'on appelait la fameuse révolution, c'était déjà beaucoup de sunnites. Et encore, c'est cette question qui a eu raison de Bachar al-Assad. Son ministre de la Défense, qui est sunnite, a totalement refusé de se battre. Vous avez vu comment le Premier ministre a été escorté par le groupe terroriste?
Oui, jusqu'à ce que ouais, lui-même, il a fait une déclaration, il a enregistré une vidéo Facebook. Tout avait été préparé. Ils ont préparé ça de longue date. Donc Bachar, c'est son armée qui l'a laissé tomber. Ce n'est pas les Russes. Les Russes l'ont retrouvé seul. On demande quoi aux Russes? De bombarder des enfants syriens, de bombarder l'armée syrienne elle-même, parce qu'elle refuse de se battre. Non, ça, c'est pas le travail des Russes. Vous avez vu à la chute de Bachar, autour de Seda et un peu aussi de Damas, il y a eu quelques poches de combat. Ce sont notamment la division, 4e division blindée de son jeune frère, les quelques militaires alaouites qui lui sont restés très fidèles. Mais l'Iran même a négocié aussi parce qu'il ne faudrait pas les livrer à l'abattoir. Il faudrait trouver une porte de sortie. Ceux qui se sont retrouvés, ceux qui ont traversé la frontière irakienne, on ne vous dit pas qui sont ces gens, ce sont ceux qui sont restés les plus fidèles. Mais le commandement de l'armée a lâché Bachar. Nous sommes face à une situation de coup d'État. Un coup d'État parce que bon, on ne peut pas, si on a la place des Syriens, on peut comprendre. La famille Assad est au pouvoir depuis 1971. Nous ne sommes pas quand même dans une monarchie. On l'a soutenu parce qu'il est opposé au bloc occidental. Bachar al-Assad n'a rien à voir avec les dirigeants de l'Est. Bachar al-Assad, il faudrait les mesurer à Tenebira Ouattara, il faudrait les mesurer à ceux qui sont en train de vouloir succéder à leurs parents. Ce sont eux qui doivent avoir peur et non les pays de l'Est. La Russie est longtemps alliée de Biélorussie. Vous avez vu de telles choses là-bas? Il y a beaucoup d'autres pays, Kyrgyzstan et beaucoup d'autres pays. La Russie n'a jamais abandonné un allié. C'est l'armée syrienne qui a abandonné la Russie. Ça, c'est un point important qu'il faudrait surtout préciser. Au-delà de cela, il faudrait voir qui maintenant est le principal artisan de la fin du régime de Bachar al-Assad. C'est Abou Mohamed al-Djoulani. Djoulani, c'est qui? C'est un terroriste très radical. Il a été membre de l'État islamique. Il a été membre d'Al-Qaïda. Il a été membre du Front al-Nusra. Aujourd'hui, il a la tête des HTS. Donc, il a fait tous les groupes terroristes les plus radicaux au monde. Sa tête a été mise au prix pour 10 millions de dollars par les Américains. Mais aujourd'hui, ses interviews sont divisées sur certaines chaînes occidentales. Comment vous allez expliquer ça? Et c'est réellement le mot terrorisme dont ces gens-là utilisent. C'est juste pour faire peur au gouvernement des pays du Sud global. Mais regardez comment il est publicité. Comment France 24 et autres sont en train de parler de ces messieurs. On est en train de les réhabiliter totalement. On parle d'un islamiste très radical. Très, très radical. Vous savez, les Occidentaux, pour leurs intérêts, ils sont prêts à dealer avec le diable. C'est ce qu'avait dit notre ministre Abdoulaye Diop. Et nous autres Africains soyons prêts à dealer avec tout le monde. Ce n'est pas à eux de dire avec qui on doit être partenaire ou pas. Ce sont des leçons qu'il faut tirer de la chute de Bachar. Nous devons positiver les choses. Qu'est-ce que nous tirons comme leçon positive? Nous avons découvert davantage les vrais visages du monde impérialiste. Ils sont prêts à soutenir les terroristes les plus radicaux. On se souvient déjà que pour renverser Kadhafi, ils avaient utilisé Belhadj Omar, qui était un terroriste radical que Kadhafi avait fait arrêter, même qu'il avait extradé. Il avait livré ses derniers aux Américains. Mais pour renverser Kadhafi, ils ont amené les mêmes radicaux. Ce qui se profile à l'horizon au niveau de la Syrie, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on voit que comment ils vont gérer les cas des Kurdes, c'est-à-dire les cas des Kurdes, parce qu'il y a les YPG là, les YPG, les Kurdes qui étaient pro-régime Bachar, pro-Russie. Il y a aussi les FDS, les Kurdes qui sont de l'autre côté de l'Euphrate, qui sont alliés totalement, qui ont été recrutés, formés par les Américains. Or, les Turcs ne veulent pas les voir. Parce que les Turcs ont peur qu'ils s'allient au PKK à l'intérieur de la Turquie. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la Syrie est une poudrière à devenir? Ou les puissances vont tomber d'accord, vont réussir à co-gérer la Syrie? C'est de cela qu'il est question maintenant. Moi, je pense que le départ de Bachar al-Assad, la Russie se sentant déjà trahie. Le départ de Bachar al-Assad pourra se retourner contre Erdogan s'il ne fait pas attention. Lui qui a joué, ils ont voulu peut-être contraindre Poutine à ramener plus de troupes parce que l'armée syrienne va refuser de se battre. Obliger
Poutine a ramené beaucoup de milliers d'hommes pour défendre la Syrie, mais comment il va le faire ça? Là où l'armée syrienne même refuse de se battre. Il a compris le piège. Il n'a pas voulu s'embourber dans ça. Il a évacué, sans doute, on ne sait pas, l'histoire de Bachar, mais il a essayé de trouver une porte de sortie pour tous les membres de sa famille. Les deux bases militaires russes qui se trouvent en Syrie, la base aérienne et puis la base navale de Tartus, pour le moment, ces deux bases-là sont préservées. La Russie n'exploite pas le pétrole en Syrie, n'exploite rien en Syrie. L'enjeu de la Syrie entre les mains de la Russie, c'est juste un enjeu stratégique. C'est-à-dire les navires de guerre russes ont besoin souvent de faire escale au niveau du port de Tartus, au niveau de cette base navale. Donc c'est un enjeu stratégique sur la Méditerranée. Et non pas qu'il y a des richesses stratégiques qui sont exploitées là-bas par les Russes, loin de là. Nous aurons retenu quand même que les Occidentaux qui nous chantent la démocratie, c'est en réalité un mensonge, cette histoire de démocratie. Dans la mesure où ils sont prêts à soutenir les groupes les plus radicaux contre, au moins si le régime de Bachar était un régime laïque, toutes les minorités étaient respectées. Les Kurdes, les Druzes, les chrétiens n'ont jamais connu de problème avec Bachar. Donc toutes les minorités étaient respectées. Mais maintenant, à lieu et place, on amène des régimes très radicaux. Et là, vraiment, ça devient autre chose. Mais au même moment, il vient dire aux Africains qu'au nom de la démocratie, il faut faire des guerres aux pays africains. Pourtant, les pays africains là, sont en train de se battre contre les mêmes groupes radicaux ici. Contre les mêmes groupes radicaux, qui étaient d'ailleurs appuyés par des gens comme les Bazoum. Donc, on dit aux pays africains de ne pas se battre contre... C'est ce qu'on vous a toujours dit. Quand on vous dit que ce sont eux-mêmes qui ont fabriqué ces groupes-là, ce sont eux qui les entretiennent, ce sont eux qui les protègent. Voici l'exemple. C'est ce qui se passe en Syrie. Demandez-vous quels sont les groupes radicaux qui ont renversé Bachar. Ce sont les groupes les plus radicaux, les plus terroristes. Mais aujourd'hui, regardez, ils sont en train de faire leur publicité. Ce sont les mêmes qui avaient renversé aussi Kadhafi. Pour leurs intérêts, les impérialistes sont prêts à tout. Et nous autres Africains, pour notre intérêt, est-ce que nous sommes prêts à tout? La réponse, il y a des Africains qui essaient de se trouver une excuse derrière ça, qui soutiennent cela. Pourtant, des gens qui se disent démocratiques, qui se disent des vrais démocrates. Ah, nous, on est démocrates par principe. Maintenant que Bachar est renversé, non, parce que Bachar a pour allier la Russie, les pays de l'Est ont pour allier la Russie, donc il faut lier les deux cas. Mais même l'Algérie, là, d'une part a pour allier la Russie, mais est-ce qu'entre nous, là, on s'entend? Mais chaque pays défend ses intérêts. Il faut être limité souvent comme des trolls impérialistes pour ne pas vouloir comprendre certaines choses. Maintenant, que la propagande occidentale veuille présenter la Russie comme un pays qui n'est pas partenaire fiable, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Au contraire, les Russes, vous regardez, même c'est Sergei Lavrov, ce sont les officiels russes qui continuent de communiquer pour Bachar. Or, si c'était, on a vu ce que la jeune française a fait à Blaise Compaoré, non? Il n'est même pas reçu là-bas. On a vu ce qu'ils ont fait à leurs anciens hommes qu'ils ont renversés. Bokassa, on s'en souvient, non? On a vu comment les Occidentaux qui ont utilisé Mobutu pour renverser Lumumba, comment ils se sont débarrassés de Mobutu avec Laurent Désiré Kabila et comment ils ont fait éliminer Kabila après. Ce sont eux qui ne sont pas des partenaires fiables en fait. Ce ne sont pas les Russes qui ont renversé Bachar. Non. D'aucuns parlent d'un accord entre les Russes, les Turcs, les Iraniens lors du processus d'Astana, mais le processus d'Astana existe depuis les années 2017 et les Russes ne peuvent pas se soustraire à cela. C'était d'ailleurs le seul cadre pouvant sauver la vie de Bachar face à une armée qui refuse de se battre. Les services de renseignement russes avaient déjà alerté Bachar depuis le début des hostilités au niveau d'Alep. Vous avez attention, il y a quelque chose, un grand complot qui arrive. Bachar a alerté son armée haute, mais l'armée a refusé de se battre. Totalement, l'armée a refusé carrément de se battre. Carrément. Et ce qu'on ne dit pas surtout, c'est que 24 heures avant que les terroristes prennent totalement Damas, l'armée a voulu même prendre Bachar al-Assad. Ce sont les Russes et les hommes du Hezbollah qui étaient arrivés. Et les Iraniens qui ont pu déjouer cela. Donc on a trouvé une porte de sortie à M. Bachar el-Assad. C'est ce qu'on appelle être partenaire sincère. Être là quand ça va et être là à des moments difficiles.
Mais Bachar, si les dictateurs, comme ils le disent, il reste aussi une fabrication d'une manière ou d'une autre occidentale. Parce que Bachar al-Assad, il a étudié où? Après, il était en Angleterre. C'est de l'Angleterre qu'il a été rappelé. Bachar al-Assad, dès qu'il a pris le pouvoir, il s'est rendu où? Il était dans les capitales occidentales, notamment en France. Même en 2010, il était en France. Bachar al-Assad était là-bas. Ce sont eux qui l'ont convaincu qu'il faut libéraliser beaucoup de choses. Et c'est ce qu'il a fait, c'est leur politique qu'il a appliquée. Et c'est ce qu'il est en train de payer cash aujourd'hui. C'est pourquoi c'est une occasion de dire aux dirigeants de l'Est, restez fidèles à votre ligne de conduite. Cette question d'élection haute là, ne tombe même pas dans ce jeu. L'élection au Mali va nous coûter au moins 80 milliards si les chiffres sont bons. Ce qu'on m'a donné comme chiffre, 80 milliards de francs CFA pour un pays en guerre. À quoi sert bon? À quoi sert bon? Pour des résultats qui seront contestés par les mêmes impérialistes. Alors, quoi qu'on fasse, ils vont vous contester. Mieux vaut renforcer le pouvoir et avancer. Ce renversement de Bachar al-Assad nous montre, nous donne comme leçon qu'un pays en guerre ne peut pas être dirigé par un civil. C'est très difficile. C'est très difficile. Bachar va me dire, mais il est militaire. Oui, je comprends. Et il a été rappelé de Londres où il faisait ses études en informatique. Et en 1994, quand il est arrivé, il est entré à l'académie militaire de Homs. Homs, c'est la troisième ville de la Syrie. Mais c'est là-bas qu'il a eu une petite formation accélérée, une formation militaire. De 1994 à 2000, où il a bombardé, je ne sais pas, général ou un colonel général, un grade très élevé. On sait quand même que c'est un militaire politique, ce n'est pas un militaire de terrain comme les autres. Or, un pays en guerre a besoin réellement de militaires de terrain. C'est comme ça que George Washington a pu libérer les États-Unis. C'est comme ça que Mao Zedong a pu libérer la Chine. C'est comme ça que les familles de Gaulle a pu aider à libérer son pays. Il faut des militaires de terrain, non pas l'inverse de ce qu'on fait croire au pays de l'Est. Nous sommes un pays en guerre, on nous dit non. Allez d'abord à l'élection, faites ça. Ça ne doit pas être notre priorité. Ça, je l'ai dit, je le répète. L'élection, c'est une façon pour eux de contester les résultats et de créer une crise post-électorale. Il ne faut jamais tomber dans ces pièges. Il faut apprendre des erreurs de Bachar al-Assad. Il est toujours important de ne pas oublier que Dulaini, sa tête est mise à prix pour autour des 10 millions de dollars. C'est ce monsieur aujourd'hui qui est publicité. C'est pourquoi on dit tête de Zulé Faubien, Abouzé Faubien, Yada Galé mise à prix là. C'est des mensonges en fait. C'est de la propagande pour faire croire aux Africains qui se battent contre les terroristes. En réalité, jamais. Ils ne se battent pas contre eux. Sinon, comme à 40 000 terroristes peuvent venir à bout d'une armée de plus de 160 000 hommes, dotés d'une armée de l'air très poussée, dotés des systèmes d'artillerie, dotés de beaucoup de choses, l'armée syrienne a totalement refusé de se battre. Un pays comme la Syrie, avec une telle armée, ne peut pas tomber en moins de 10 jours. Ce n'est pas possible. Ils ont simplement refusé de battre et se sont abstenus. Maintenant, est-ce un échange Turquie-Ukraine? Moi, j'ai dit, mais pourquoi les gens font cette comparaison? C'est deux terrains totalement différents. Celui qui est derrière HTS, ce n'est pas premièrement directement d'abord l'oncle Sam, les Américains, c'est d'abord les Turcs. De l'autre côté, un peu les Israéliens. Ce ne sont pas les belligérants en première ligne en Ukraine. Là-bas, vous retrouvez surtout d'abord les Américains. Donc, ce n'est pas les mêmes terrains, en fait. Il faudrait beaucoup faire la part. Et puis, en Ukraine, les risques ne sont pas en difficulté. Ils sont en train d'avancer là-bas. Ils sont en train d'avancer, on le sait. Au niveau des courses, au niveau des Pokrovs, c'est un peu partout. Mais pendant qu'ils sont à pleine offensive, ont-ils besoin de sacrifier tout un pays? La réponse, évidemment, c'est non. La vraie réponse est que Bachar al-Assad a été sacrifié par son armée, sans doute qu'il est fatigué aussi de se battre. Parce que des chefs de l'armée, une grande majorité des sunnites, ils ont leurs collègues, leurs camarades, des officiers qui avaient déserté en 2011 jusqu'en 2013, des vagues de désertion, et qui sont bloqués en Turquie et dans beaucoup de pays. Bachar refuse leur retour. Ce sont leurs frères d'armes quand même. Ils ne peuvent pas les garder aussi longtemps. Et la question des réfugiés aussi est là. Il y a beaucoup de questions. Maintenant, est-ce avec Bachar, la Syrie pouvait retrouver son unité? Moi, je ne pense pas. La Syrie était totalement divisée en 4 parties. Une partie aidée par les Iraniens et les Russes, côté Bachar. L'autre partie, il y avait les rebelles kurdes, qu'on appelle les FDS, soutenus par les Américains,
qui était aux abords des champs pétroliers de Konokor, détournés par les Américains. Et de l'autre côté, vous avez les Turcs qui occupent des localités d'Afrine et même actuellement tout de suite, la localité de Manbij, avec leur fameuse armée nationale syrienne, armée syrienne libre, voilà, qui sont reconstituées après. Et avec d'autres groupes, HTS aussi qui était à Idlib. Donc la Syrie était divisée jusqu'en 4 parties. Bachar avait-il une chance de ramener ceux qui étaient sous les jurons des Américains? Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Militairement, il ne peut pas. Il pouvait reprendre ce qui est entre les mains des Turcs. Il ne peut pas. Pour moi, la seule chance aujourd'hui que la Syrie soit un seul pays unitaire, c'est de permettre à ces gens pro-turcs de venir, et il y a des discussions avec les Iraniens et autres. Donc toutes les factions vont se mettre ensemble, en ce moment parler d'une même voix. Et aujourd'hui, ce que les Russes ont fait, ils ont fait passer maintenant la défense de l'intégrité territoriale de la Syrie entre les mains des Turcs. Je crois que c'est la patate chaude qu'on vient de glisser entre les mains des Turcs. Vous savez, Poutine était un fait stratégique, c'est ce que moi je vois. C'est de la patate chaude qu'on a fait glisser entre les mains des Turcs. Maintenant, les Turcs auront à charge, vont-ils laisser les Israéliens mener des frappes? Ce matin, ils étaient encore en train de mener des frappes. On a entendu que des chars israéliens ont fait incursion dans les villages de Kounitra, un peu vers la frontière israélienne. Est-ce maintenant Erdogan va permettre que Benjamin Netanyahou puisse mener des frappes contre lui, ses hommes? C'est la question qui est maintenant sur la table. Tout ce que la Russie a, c'est essayer de sauver ses deux bases. C'est Tartus et autres. Et tout ce que Bachar a, c'est essayer de sauver son plan. Et toute sa famille a été exfiltrée, lui-même, il a été mis à l'abri. Bon, on parle de crash d'un avion, pour le moment, ce n'est pas confirmé. C'est lui, c'est pas lui. On ne sait pas d'abord. Une chose est sûre, sa famille a été mise à l'abri il y a 4 jours de cela. Bon, au-delà de cela, est-ce ces forces radicales soutenues dans un premier temps par Netanyahou, Israël, contre Bachar al-Assad, est-ce ces forces-là, parce que eux-mêmes, les fameux rebelles ont appelé l'armée israélienne à frapper les positions de l'armée syrienne et des proxys iraniens. Maintenant, vu qu'ils ne sont plus aux affaires, est-ce les Israéliens, Benjamin Netanyahu va continuer maintenant à frapper les positions de Tahrir al-Sham? Est-ce que ça va continuer, la position des HTS? Est-ce que la Turquie va accepter cela? Mais est-ce Benjamin Netanyahu va fermer les yeux que les groupes les plus radicaux viennent se positionner au niveau des plateaux de Golan, en face aussi d'Israël? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, maintenant, c'est Erdogan qui contrôle la frontière syrie-israélienne. Qu'est-ce qui va se passer? Benjamin va co-gérer cela avec Erdogan. C'est le grand point d'interrogation. Ou Benjamin Netanyahu maintenant va trouver le bon prétexte pour ce qui s'est passé. Vous savez, la Palestine autrefois, c'était l'Organisation de libération de Palestine, les Yasser Arafat et autres, qui étaient réellement des laïcs et autres. Le Hamas est une fabrication. Je le dis bien, le Hamas est une fabrication des Israéliens eux-mêmes. Ils le savent. Maintenant, les Hamas, ce sont des islamistes radicaux. Cela a donné un bon prétexte à Benjamin Netanyahou de faire ce qu'il est en train de faire à la Palestine. Le Liban, autrefois, c'était réellement des laïcs qui étaient au Liban, qui a donné le prétexte aux islamistes du Hezbollah de se planter à la frontière avec Israël pour légitimer ce qu'Israël fait après. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Et aujourd'hui, même l'Irak à son temps, Saddam était un laïc. Mais on a tout fait pour l'éliminer, amener des radicaux. Et là, on justifie quelque chose, une occupation. Et aujourd'hui, on a fait éliminer Bachar al-Assad, qui est un laïc. D'ailleurs, le patron des renseignements de Bachar qui a été éliminé dans une cathédrale, mais c'est un laïc. Maintenant, on va amener des radicaux, des extrémistes, en lieu et place en Syrie. Mais là, c'est l'effet vert pour Bachar al-Assad d'annexer les restes des Golan peut-être. Ou en tout cas de se faire casser aussi la gueule. On ne sait jamais, dans de telles situations, tout est possible.
En conclusion, peuple d'Afrique, nous disons, premièrement, ce n'est pas la Russie qui a lâché tomber Bachar. La Russie a essayé de le sauver jusqu'à la dernière minute. Deuxièmement, Bachar a été lâché par son armée, à grande majorité constituée des sunnites. Et les gens des HTS, les radicaux là, sont aussi des sunnites. Donc il y a eu une entente. Troisièmement, ce que nous pouvons retenir, l'intérêt stratégique de la Russie en Syrie, nous avons deux principaux intérêts. Sauver ces deux bases, vont-ils réussir, qui sont des bases de sanctionnement? Quand on sort de la mer Noire, c'est là-bas que les Russes se ravitaillent. Vont-ils réussir à garder ces bases? On ne sait pas, ça c'est le grand inconnu, point d'interrogation. Leur deuxième intérêt, c'était de sauver leur homme, Bachar el-Assad. Maintenant, de l'autre côté, s'il y a un grand perdant, je pense, moi je reste convaincu, ce sont les Iraniens. Et je pense que les Iraniens sont les grands perdants de ce qui se passe. Parce que d'abord, la Syrie permettait une continuité territoriale de l'axe chiite, c'est-à-dire de l'Iran, vous êtes en Irak, de l'Irak, vous êtes en Syrie, Syrie, vous êtes au Liban. Cet axe-là, ça c'était continu. Mais avec des groupes radicaux qui arrivent, et je vois des militaires pro-Iran qui sont repliés vers l'Irak, l'Iran risque de perdre totalement le contrôle de la Syrie. Mais là, l'Iran peut-être fait entrer aussi, d'une manière ou d'une autre, des forces pro-turques sont maintenant placées en première ligne face à Israël, l'ennemi juré de l'Iran. Il y a aussi cela. Donc, l'Iran se replie, économie s'efforce. Sans doute, les transferts de technologies qui passent par la Syrie pour aller vers le Hezbollah, peut-être qu'il y a déjà des fabrications locales sur place, comme c'est le cas au niveau de la bande de Gaza. L'Iran sort un peu perdant. Vous avez vu, c'est l'ambassade de l'Iran, la seule ambassade qui a été saccagée à Damas. Ça aussi, c'est là à son sens. Donc pour moi, c'est l'Iran qui sort un peu perdant de ce qui se passe. Mais pour le moment, le grand gagnant, c'est la Russie, qui avait du mal à freiner les frappes aériennes d'Israël, parce que beaucoup des ressortissants israéliens sont d'origine de l'Union soviétique, notamment des Russes, donc ne pouvaient pas poser des actes parce que la Russie a le contrôle de l'espace aérien de la Syrie, mais n'empêchait pas Israël d'aller de faire ses frappes. Donc il y a la Russie qui va se soulager un peu géopolitiquement, et au même moment, la Russie n'a plus à protéger un régime de ses côtés. Et c'est la main passe maintenant à Erdogan, qui, je suis convaincu, a de la patate chaude dans ses mains. Parce qu'il vient de se mettre dans quelque chose, lui qui était nostalgique de l'Empire ottoman. Et nous comprenons de toute façon, la Turquie n'avait aucun intérêt stratégique que la Russie garde totalement aussi le contrôle de la Syrie. Parce que dans le passé, il y a eu 11 guerres comme ça entre les Russes et puis l'Empire ottoman. Donc, qui a conduit d'ailleurs à la perte de Crimée haute. Crimée haute, ça a été une fois, les Ottomans ont géré toutes ces parties. Et puis au niveau de ce qu'on appelle les Balkans, c'était des pays qui faisaient partie de l'Empire ottoman. Mais ce sont les guerres russes, hein, l'Empire ottoman russe. Donc il y a ça, il y a l'historique aussi des guerres entre la Russie et la Turquie qu'il faut prendre en compte. Mais n'oublions pas que la Turquie reste le premier partenaire économique de la Russie. Les jours à venir seront très décisifs, chers peuples d'Afrique. Voici ce qu'on pouvait vous dire en résumé. Les Russes n'ont pas abandonné Bachar el-Assad. Au contraire, c'est l'armée de Bachar qui a abandonné les Russes. Parce que des avions MiG-21, technologie russe, ce sont des avions qui ont été saisis. Les Russes n'ont aucun intérêt à livrer leurs propres avions à des groupes contrôlés par la Turquie et autres. Il s'agit d'une technologie qui coûte très cher. Beaucoup des avions, des systèmes de défense de la Russie ont été saisis. Et une fois de plus, les Russes vont se voir abandonnés par certains peuples. Au niveau de l'AES, ce n'est pas le cas. Nous avons des partenaires très sincères, très fiables. D'ailleurs, la Russie, tout comme la Turquie, sont des partenaires des pays de l'AES. Mais à nous autres, de fabriquer nous-mêmes nos propres armes et de compter sur le long terme, sur nos propres forces. Merci beaucoup, peuple d'Afrique, et à très bientôt.